Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous qui avez envie de devenir auxiliaire de puériculture sur la prévention du syndrome du bébé secoué parce qu'il faut en parler tôt pour l'éviter. Donc, je voulais vous en parler parce que si vous n'êtes pas rentré encore vous n'êtes pas entré encore à l'école d'auxiliaire de puériculture, vous allez certainement en entendre parler et c'est important de prévenir les professionnels qui ne sont pas au courant surtout du moment dans lequel il est propice d'en parler pour que ça n'arrive pas. Donc, d'après mon expérience, mes recherches, mes études, etc., j'ai déterminé que le meilleur moyen de prévenir ce syndrome, c'est d'informer donc les gens et ne pas informer les gens quand ça s'est passé. Il faut un jour informer les gens beaucoup vraiment en amont. Donc vous n'aurez pas l'occasion de voir les femmes pendant leur suivi de grossesse forcément, à part si vous travaillez aux consultations en maternité, etc. Mais si vous travaillez en salle de naissance, c'est pas non plus le, le moment le plus opportun de leur parler de ça. Mais par contre, en suite de couches, je pense que nous, en tant qu'auxiliaires de puériculture, on peut en parler. Il y a déjà les sages-femmes, des fois, qui en parlent, ou les gynécos pendant les suivis de grossesse, mais il y a tellement des fois de choses à aborder qu'on ne pense pas à ce sujet-là. Il y a pas mal d'émissions aussi, de livres qui ont été faits à ce sujet. Mais c'est bien de savoir, en tout cas, dans notre rôle, à quel moment on peut intervenir pour éviter que cela ça se passe. Donc pour moi, c'est en maternité et en suite de couche que, en tant qu'AP, c'est une bonne manière de parler du syndrome du bébé secoué. Donc je rappelle pour celles qui ne savent pas, le syndrome du bébé secoué, en gros, c'est de secouer l'enfant quand il pleure, quand on est épuisé. C'est le secouer comme ça de façon très vive et en gros, la tête fait avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière et donc ça crée des hémorragies internes, des lésions cérébrales irréversibles qui peuvent conduire soit à la mort, soit à un handicap, soit à un coma, mais à des choses extrêmement graves. Donc c'est pour ça qu'il faut l'éviter. Les principal facteur du syndrome du bébé secoué, enfin, je veux dire, ce qui déclenche ça chez les parents, bon, déjà la méconnaissance de ce syndrome, il y a les pleurs incessants des enfants, s'il y a un enfant en plus qui a un problème type RGO, reflux, etc., des enfants qui pleurent beaucoup plus, il y a la fatigue des mamans ou des papas, l'isolement, le manque de sommeil, la douleur également des enfants qui fait qu'ils pourront beaucoup plus pleurer, ou alors la douleur de la maman qui a eu une épisiotomie épouvantable ou une césarienne qui a eu une surinfection, enfin toutes des choses comme ça qui fait qu'on est beaucoup plus à cran, qu'on a beaucoup plus les nerfs à vif, etc. Donc tous ces éléments-là peuvent pousser des gens à faire des choses qu'ils ne se seraient pas pensés capables. Donc j'ai déjà entendu dire des médecins à dire que tout le monde n'est pas capable de faire ça, d'autres médecins dire que ça peut arriver à tout le monde. J'ai un avis, on va dire, là-dessus, je ne saurais pas que dire parce que je pense qu'il n'y a jamais de vérité absolue. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde serait capable de faire ça en cas d'épuisement. Je pense que ça a déjà passé dans la tête de pas mal de mamans, mais elles ne l'ont pas fait parce que leur conscience et leur raisonnement étaient par-dessus leur fatigue, mais pour celles qui sont épuisées, isolées, qui n'ont pas de prévention, etc., qui peuvent avoir des climats de vie plus tendus, voilà, elles peuvent passer à l'acte. Moi, j'ai travaillé dans un service avec des enfants handicapés grands, qui avaient entre 6 et 10 ans, qui étaient des anciens en fait bébés secoués, donc on les voyait maintenant en tant qu'enfants, et effectivement, les dégâts psychomoteurs sont vraiment catastrophiques. Moi, je m'étais occupée d'une petite fille notamment qui avait été secouée elle, par la nounou, c'était pas par les parents. Donc c'est sûr que quand on met un enfant au monde en bonne santé et qu'il devient handicapé par la violence d'une personne qui s'occupait de lui, vous imaginez, atroce pour l'enfant et pour sa famille. Donc tout ça, je pense qu'on peut lutter pour ça grâce à la prévention et vous, en tant qu'AP, vous devez faire de la prévention. Donc ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas créer par contre, je pense, dans la prévention un climat de peur et de terreur, mais il faut juste informer. Il faut informer les parents que secouer un bébé a des conséquences irréversibles. Voilà, c'est vraiment, il faut qu'on le sache, quand on secoue un bébé, la vie ne revient pas à la normale après, en fait. C'est quelques secondes qui changent l'existence d'un enfant, son avenir et de toute sa famille. Donc ça, il faut bien l'expliquer aux parents, à la maternité, à la maman et au papa. Alors, les gestes à
à adopter en prévention. Si vous dites à la maman, voilà, que tout ce que je vous ai dit là, il ne faut pas le faire, sinon ça peut engendrer des problèmes chez l'enfant, etc. Il ne faut pas le secouer et que aussi elle peut, on peut basculer quand il y a la fatigue, la douleur, le stress, l'isolement, etc. Les gestes de prévention, si une maman elle commence à se sentir exaspérée, si elle voit qu'elle perd le contrôle d'elle-même, vous dites à la maman. Ce qu'il faut prévenir, c'est que quand on sent que ça monte, mais d'une façon qu'on n'arrive plus à se contrôler, que les nerfs lâchent complètement, et que l'enfant crie, est incalmable, on ne sait plus quoi faire, on est dans une détresse, que ça fait des semaines que ça dure, etc. À l'instant T, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'enfant, le mettre dans son lit, en sécurité, ou dans son parc, peu importe, en sécurité, et sortir de la pièce. Il va peut-être continuer à pleurer, mais il sera plus en sécurité, loin de sa mère à ce moment-là. Et la maman doit sortir sur le balcon, respirer un coup, et le meilleur moyen, moi je pense, parce que des fois on dit oui, il suffit de vous calmer, mais des fois c'est difficile dans le laps de temps de se dire est-ce que je suis vraiment calme, est-ce que ça peut revenir. Moi je pense qu'il ne faut pas rester seul. Donc il faut appeler quelqu'un, appeler le mari, appeler sa soeur, appeler la voisine, voilà je craque, reviens, j'ai des idées noires dans la tête, reviens. Je pense qu'il faut conseiller à la maman de ne pas rester seule. Parce que même si elle croit qu'elle est calmée, quand elle va retourner au contact de son enfant, elle ne va pas réussir à se maîtriser. Donc je pense que c'est une bonne alternative de dire ça aux mamans. Ensuite, une fois que la maman a identifié qu'elle craquait, qu'elle en était au point où elle le posait, parce que sinon elle allait faire du mal à son enfant, ou tout simplement qu'elle a cette idée-là sans, bien sûr, le passage à l'acte. C'est le moment de se faire aider. C'est une sonnette d'alarme pour dire, voilà, là je ne peux plus faire avec ces idées-là seule, il faut se faire aider. Donc psychologue, psychiatre, hypnose, peu importe la thérapie que va choisir la maman, mais il faut qu'elle en parle à quelqu'un. Ou alors tout simplement en parler. Parler avec son conjoint, sa mère, sa soeur, ses proches, il faut que ça sorte. Il y a beaucoup de mamans qui s'imaginent que la détresse qu'elles ressentent face aux pleurs de l'enfant, la fatigue, l'angoisse, la colère, la nervosité, elles sont les seules à ressentir parce qu'on leur a pas vendu ça sur le papier. Pour elles, la maternité, c'est quelque chose de joyeux, de positif, de doux, d'aimant, etc. Le revers de la médaille, souvent, il n'est pas abordé. Et donc, c'est à vous de mettre les femmes face à cette réalité pour qu'elles ne se sentent pas coupables si elles ont une montée comme ça de nerfs qui les dépasse. Il faut se faire aider. Un enfant, ça ne s'élève pas seul, on a besoin d'une équipe, on a besoin d'être entouré, on a besoin de soutien pour élever un enfant dans des bonnes conditions et il faut le répéter aux femmes. Un enfant, c'est pas juste la fusion entre lui et sa mère. Sa mère aussi, elle a besoin de soutien et l'enfant pourra se nourrir de sa mère que si sa mère est dans de bonnes dispositions. Donc voilà, donc c'est très important de dire aux femmes, aux mères à la maternité de ne pas rester seules, les prévenir sur la tempête qui peut les attendre. Toutes les femmes ne le ressentent pas, mais beaucoup le ressentent. Après, l'étape d'aller jusqu'à secouer son bébé, ça reste très rare, mais ça arrive. Donc, il faut quand même faire de la prévention. La prévention aide chaque année à réduire les statistiques de drame, que ce soit dans la maltraitance, que ce soit dans la prévention routière, etc. Et même si c'est un tout petit peu par tout petit peu, c'est le seul moyen d'y arriver. De prévenir et d'avoir un rôle à jouer là où on peut le jouer. Nous, en tant qu'AP, on a cette petite place dans la vie des mamans où on peut les prévenir d'un sujet peut-être qu'elles ne connaissent pas, parce que quand on devient maman, quand on est enceinte, c'est pas la première chose qu'on fait, c'est se renseigner sur le burn-out, sur la violence que peut entraîner la chute d'hormones ou la dépression. On va pas se renseigner là-dessus, on se renseigne sur le matériel de puériculture, sur l'alimentation, on se renseigne pas sur les choses négatives. Et c'est à nous, juste sans faire peur, de prévenir. Donc voilà pour moi les petits conseils que j'ai à vous donner. Lorsque vous serez auxiliaire de puériculture, n'hésitez pas à faire une petite place dans votre discours pour prévenir les mamans du syndrome du bébé secoué. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné sur cette prévention. Si vous voulez devenir auxiliaire de puériculture, on peut vous accompagner. Toutes les informations sont sur notre site futurap.fr, rubrique nos formations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.